Jean-Claude Lebertouy. Nous avons également le professeur Khalifa Babacar Silla, maître de conférences agrégé, vice-recteur de l'USSEN, Université du Sine Saloum et la Joa Magnas. Il est là donc avec nous. Également, nous avons M. Hamad Kama, environnementaliste et coordonnateur des réseaux nationaux des éco-citoyens sénégalais. Alors, telles sont vraiment les personnalités qui sont prêts à en découdre, mais également qui vont partager donc avec nous le thème choisi cette année-ci. Et sans plus tarder, je pense qu'on peut donc directement enchaîner avec nos invités. Et puis pourquoi pas pour démarrer avec donc M. Luc Decroix qui est là à ma droite. Sous vos applaudissements, bien entendu, on va donner la parole. La première chose qui m'a frappé, je connais bien le Sénégal depuis les années 80, mais j'ai eu plus particulièrement à travailler dans les zones de mangrove à partir des années 2010. Et donc que ce soit à l'embouchure du Sénégal, du Saloum ou de la Casamance, comme dans beaucoup d'estuaires d'Afrique de l'Ouest, on a le fait salin qui est en permanence dans l'eau et dans les sols. Alors je ne suis pas un spécialiste des sols salés, par contre, comme hydrologue, je suis confronté régulièrement à l'eau, à la salinité de l'eau. Et donc, comme le sol, l'eau et la végétation sont toujours complètement imbriqués, si l'eau est salée, forcément, les sols vont finir par être salés. Et l'un et l'autre sont complètement liés. C'est que 70% de la surface de la Terre est représentée par de l'eau. Alors, où est le problème? Parce que l'eau est abondante. Le problème, c'est qu'elle n'est pas consommable tant qu'elle est salée. Et même lorsqu'elle est douce, elle peut être polluée, et c'est la problématique. Les populations augmentent de manière exponentielle. Les ressources en eau potable, par contre, ne sont pas infinies. Voilà le problème. Les populations augmentant, est-ce que nous aurons assez d'eau potable pour tout le monde? Il n'y a pas donc que le problème des sols, il y a le problème de la consommation de l'eau. Et ça, c'est un problème qui va être très important pour les générations suivantes. Je traite l'eau, et malheureusement, ça ne peut être fait que de manière artisanale, parce que ça coûte vraiment très très cher. L'État ne peut pas fournir une eau aussi pure que celle que nous traitons. Il y a des efforts à faire de ce côté-là. Également, ce que je constate, c'est que de plus en plus, il y a des forages qui sont illicites. Et il n'y a pas d'étude des sols pour dire quelles sont les capacités que l'on peut retirer de ces nappes. Donc l'eau étant au cœur de toutes ces problématiques, et là vous ciblez une zone particulière, le Sine Saloum, qui représente un intérêt particulier pour notre organisation, étant donné sa vulnérabilité justement à cette problématique de la salinisation. La salinisation qui constitue un problème mondial, hein, car les Nations Unies nous renseignent que plus de 400 millions d'hectares sont affectés à travers le monde. Et le Sénégal est loin d'être épargné avec plus de 1,7 million. Et notre seule zone du Sine Saloum, n'est-ce pas, présente plus de 380 000 hectares. Donc ça, c'est beaucoup. Si l'on considère l'importance des sols, l'agriculture étant le pilier des activités socio-économiques de subsistance et de revenus économiques. Et donc, appeler à des regards croisés sur ces salinités des terres qui induit la salinité
de l'eau ou inversement. Donc je pense que c'est assez opportun et nous intéresse. Je pense que tout à l'heure, vous l'avez dit, l'eau représente 70% occupe en tout cas 70% de la surface. Mais je dirais en tant que pathologiste que l'eau est source de vie parce que notre corps, le corps animal que nous avons ici sur Terre, il y a 70% d'eau. Donc finalement, l'eau est un élément vital. Je pense que dans les débats, on pourra revenir sur les facteurs qui font que la salinité se développe. On l'a dit tantôt que dans les années 80, ce n'était pas le cas. Ça a beaucoup évolué. J'ai entendu parler de plus d'1 million d'hectares, en tout cas concernés par cette salinité qui est de plus en plus extrême dans certaines zones, surtout dans le Sine, dans le Saloum actuellement. Le constat la croissance des plantes, donc de la productivité des plantes. Et donc ça veut dire que si l'eau est affectée par le sel, donc ça veut dire que la productivité également sera affectée par le sel. Alors on sait aussi au Sénégal qu'il y a, comme il vient de le dire, dans les 1 700 000 là, ça représente 45% des terres arables. Donc les terres qui sont cultivables, 45% au Sénégal, sont affectées par la salinité. Donc on va il y a un facteur historique de moyen terme qu'il ne faut pas oublier, c'est que le moment le plus fort de la sécheresse a été l'année 86, et que depuis l'année 86, partout en Afrique de l'Ouest, donc y compris au Sénégal, la pluviométrie n'a fait qu'augmenter. Le pic de la sécheresse, au moment le plus sec de toute notre histoire récente, c'est 1986. Et donc depuis, dans toute l'Afrique de l'Ouest, la pluviométrie augmente. Depuis 1998, dans nos pays, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Sénégal, on est revenu à la moyenne de long terme. Si on prend la pluviométrie de toutes les stations connues depuis le début du XXe siècle jusqu'en 2020, on est revenu à la moyenne, au-dessus de la moyenne, à partir de 1998, avec 5 ans de retard par rapport au reste du Sahel, où on était revenu à la moyenne en 1994. Ce qui veut dire que normalement, mais ce n'est pas le cas, normalement, depuis 1998, on devrait avoir un dessalement général des eaux, des sols, des nappes et des eaux de rivières, des bollons. Des nappes. Alors, des bollons, c'est le cas déjà. En général, la salinité est 2 fois plus faible à l'heure actuelle, par exemple, au pont de Kaolack que ce qui se mesurait dans les années 80. Mais ça reste très élevé. Au pont de Fatick, si vous connaissez le pont de Fatick sur le Sine, on a une grande partie de l'année plus de 100 grammes de sel par litre, c'est énorme, mais ça c'est inhérent au fait qu'on est en zone littorale et que l'eau est salée. Ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il y a, en termes de salinisation des sols, il faut distinguer ce qui est vraiment la salinisation, c'est-à-dire le fait que, par exemple, dans la vallée du Sénégal, alors je m'éloigne un peu du Saloum, mais ça pourrait très bien concerner le Saloum, parce qu'il y a des exemples aussi en Gambie, qui était très proche de nous. Et c'est que si on arrose ou on irrigue des parcelles avec de l'eau qui a 0,1 g de sel par litre, si vous mettez 10 000 mètres cubes d'eau par hectare, vous mettez 1 tonne de sel par an et par hectare, si je ne me trompe pas. J'aime bien faire cet exercice avec les étudiants, ça a l'air de rien. Donc au bout de 50 ans, vous avez rajouté 50 tonnes de sel pour chaque hectare cultivé. Donc pourquoi une grande partie des terres nouvellement conquises dans la vallée du fleuve Sénégal se salinisent? C'est parce qu'elles ne sont pas drainées. On sait très bien, depuis les Égyptiens, les Mésopotamiens, les gens de la vallée de l'Indus, des gens de toutes les oasis autour du désert du Sahara, ils savent très bien qu'il faut drainer les sols pour éviter qu'ils n'accumulent le sel. Et dans la vallée du Sénégal, il y a plus de la moitié de la surface qui n'a pas été drainée, donc on salinise. Ce n'est pas du tout une exception. Hein. Les Américains, les Français, les Marocains, les Mexicains ont commis la même erreur dans les dernières décennies. Il y a un autre phénomène de salinisation qui est très connu, c'est dans les Niayes. Alors, je me rapproche un petit peu par rapport à ici. Dans les Niayes, il y a eu une grande partie du périmètre des Niayes qui a été salinisé parce qu'on a remplacé l'arrosage à l'arrosoir par des asperceurs branchés sur des pompes puissantes, des motopompes. Et la motopompe a fait, comme ça a été cité depuis le début du débat, ça fait rentrer le sel, ça fait remonter le coin salé jusqu'aux nappes.
et on a une partie des Niayes qui est en train de se saliniser. Et il y a un phénomène qui touche tout le Saloum et la Casamance, une partie de la Guinée-Bissau, une partie du delta du Sénégal, et qui n'est pas du tout une salinisation, c'est l'acidification des sols. Donc, comme je l'ai affirmé, depuis le milieu des années 80, tous les sols se désalinisent, en principe, puisque la pluie a augmenté. Par contre, une mauvaise gestion des sols et de l'espace s'est traduit, surtout en Casamance, mais aussi dans le cadre du Saloum, par une acidification des sols qui fait qu'on a le pH des sols qui passe de 7 à 2, et ce qui le rend complètement inculte, quand on empêche les marées de venir régulièrement recouvrer les sols. Et donc c'est en fait la politique des barrages anti-sel qui empêche peut-être le sel de rentrer, mais qui détruit définitivement les sols en les acidifiant. Il faut retenir deux catégories de facteurs essentiellement pour ce qui nous préoccupe en tant qu'environnementalistes. Ce qu'il est convenu d'appeler la salinisation primaire, c'est-à-dire la salinisation due à des facteurs naturels, dont le principal, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, je crois, est le changement climatique. Alors, ce changement climatique qui dérègle tout finalement avec des températures en hausse, voilà, des hivernages incertains. Voilà, tantôt il ne pleut pas, tantôt en un temps réduit, il pleut des quantités énormes. Donc tout cela a des conséquences. Mais retenons que pour ce qui concerne le Sine Saloum, il y a un grand déficit pluviométrique constaté depuis les années 70 et qui a eu pour effet de favoriser le déséquilibre hydrostatique eau douce eau salée à cause de l'insuffisance d'apport d'eau douce dans un contexte de hausse de chaleur, donc d'augmentation de l'évaporation, n'est-ce pas? Et ce qui fait que justement, il y a une avancée de la langue salée qui n'épargne pas les sols, qui n'épargne pas... Mais je pense que, en tout cas, les animaux qui sont là dans les pâturages, qui parcourent ces zones ici, du Sine Saloum, on a remarqué de plus en plus qu'il y a des pathologies qu'on a vu apparaître dans ces cheptels-là, que ce soit chez les bovins, chez les petits ruminants. On peut dire que peut-être la chèvre est un peu plus résistante, c'est elle qui résiste le plus. Mais chez certaines espèces, il y a des effets vraiment directs sur leur santé, état de santé. Pourquoi? Parce que dans ces zones, pratiquement, le tapis herbacé a disparu. Il y a peut-être quelques arbustes qui sont là, qui résistent encore à cette salinité extrême. Mais les animaux sont là, ils vont consommer donc des plantes qui pratiquement contiennent finalement des teneurs en sel extrêmement élevées. Et la nappe qui est là, qui est accessible pratiquement, puisqu'on parle des questions de santé, il y a, avec cette salinisation, il y a aussi des contaminants qui vont se déposer dans cette nappe phréatique. Et si on ne fait pas attention, c'est la santé humaine qui est exposée. Le sel, tel que ça a été, si vous voulez, entre guillemets, avec la recherche, il y a plusieurs méthodes. Alors, il y a ce qu'on appelle la méthode physique ou mécanique, c'est les digues anti-sel. Mais sauf que maintenant, voilà, il faut savoir comment s'y prendre parce qu'après, comme il l'a dit, il y a l'acidité derrière. D'accord? Et après l'acidité également, il faut régler. Alors, il y a ce qu'on appelle la méthode chimique. La méthode chimique qui a été expérimentée ici au Sénégal, où on utilise le phosphogypse. Sauf que maintenant, le phosphogypse également, c'est un métaux lourd. C'est des métaux lourds. Et donc, ce n'est pas également très recommandé de mettre des métaux lourds dans le sol. Mais bon, ça a été prouvé que le fait de mettre du phosphogypse, ça pouvait permettre aux plantes de se développer sur place et donc de gagner en production. Et l'autre maintenant, c'est la méthode biologique que j'ai expliquée. C'est le fait de mettre des plantes pionnières, ce qu'on appelle des plantes pionnières, qui s'adaptent à la salinité et qui peuvent permettre maintenant à d'autres plantes de pouvoir s'établir dans le milieu et donc être propices pour l'agriculture. Des spécialistes qui savent en profondeur la question dont on parle. Moi, j'avais quelques points à souligner. Le Saloum, le Sine Saloum. Je ne dirais pas que c'est une terre maudite, mais je dirais qu'on a eu beaucoup de problèmes déjà par rapport à la culture de l'arachide, la monoculture qui a appauvri notre terre.
Et ça, c'est quelque chose qui a encore longtemps. Parce que si la dégénérescence de la terre et aussi la salinisation aussi va entraîner ses voisins. Ce ne sera pas seulement... Ça fait sourire parce que quand ils ne connaissent pas la question du fluor, bon, nous, quand on était petits, on nous disait que bon, c'est le sel. Et on buvait l'eau salée. Et bon, mais quand j'ai appris qu'il y a la méthode de filtrage, bah, j'ai dit bravo, c'est bien. Mais est-ce qu'on y garde tous les éléments nécessaires pour pouvoir encore avoir la qualité de l'eau? L'eau filtrée, c'est bien, monsieur. Vraiment, ça. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas en avoir. Et ça coûte cher. Cette terre ne nous appartient pas, ça appartient à nos enfants. Et nous devons y faire très attention. Mais ça, je mettrai en avant. Bien sûr, il y a les politiques, mais il y a la responsabilité de chacun d'entre nous, pour poser une pierre à chaque fois qu'on a... Et surtout la sensibilisation, parce qu'on parle des maraîchers. Les maraîchers qui ne savent pas, s'ils ne savent pas comment ils peuvent faire, il faut les sensibiliser les populations pour trouver des solutions. Et l'agroécologie, bravo, M. Baroum, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui se tournent vers l'agroécologie. Parce qu'on sait que même par rapport à ce qu'on peut manger, on peut manger sainement et ce sera en tout cas moins pour les maladies qui nous guettent. Je suis ici au niveau de Saloum, mais je suis du département de Mbour, dans la localité de Dias. Et là aussi, c'est le phénomène que nous vivons. Pourquoi? Parce qu'il y a à côté une usine, peut-être je vais taire le nom. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate de plus en plus que les puits, il y a beaucoup de puits qui sont taris. Là, par exemple, on pouvait avoir 30 à 35 mètres pour avoir l'eau, mais aujourd'hui, on dépasse cela. Et beaucoup de puits sont taris au niveau des villages, des localités comme Bandia, des localités également comme Kiren. Également, ça, ce sont des problèmes également qui existent. L'eau qui ruisselle avec le sel, vraiment, rendre impropre l'agriculture. Là, c'est un phénomène que nous avons vécu. Là aussi, quelqu'un a dit aussi qu'il y a un problème de santé parce que c'est une exploitation artisanale. On ne porte pas de gants, ni de lunettes, ni des... En tout cas, il n'y a pas une protection. Alors que ça, c'est tellement dangereux pour la peau. Chez nous, là-bas aussi, moi, ce qui m'étonne, je ne sais pas si c'est un problème scientifique ou pas, mais pour avoir un arbre fruitier, des plantes fruitières, par exemple, les mangues, l'orange, ça nous pose problème. On ne peut pas avoir là-bas des arbres fruitiers. On a beau planter, mais au finish, voilà. L'environnement dans lequel vous les mettez ne sont pas propices, ils ne vont jamais pousser. Maintenant, il faudra voir exactement qu'est-ce qui ne va pas dans le sol pour pouvoir se prononcer là-dessus. Mais là, on ne peut pas vous dire, je ne peux pas moi-même vous dire que c'est dû exactement à ça. Mais ce qu'il faudra noter derrière, c'est qu'il y a toujours un environnement qui doit être propice pour la plante, pour qu'il puisse développer sur place. Voilà. Pour maintenant, la question qu'il a posée à Hamad Kama, il n'est pas là, par rapport à la coque d'arachide et le sel. En fait, quand vous mettez la coque d'arachide dans un sol salé, on sait que la coque est très riche. Le sol va, la quantité de sel dans le sol va, ce qui fait que maintenant, vous pourrez faire pousser des plantes. Le sel, c'est que quand vous avez du sel, le sel retient l'eau en réalité. Donc la plante n'aura pas à ce taux-là. Bien entendu, vous pouvez avoir de l'eau dans le sol, mais s'il y a de sel, la plante ne pourra pas absorber de l'eau. On a appris vraiment beaucoup de choses, non seulement concernant l'importance. Vous rappelez aussi que la journée donc, a été organisée donc, par l'IRD, en partenariat aussi avec l'Alliance française de Kaolack. Vous rappelez que le thème choisi aujourd'hui, c'était regard croisé sur la problématique et les impacts de la salinité dans les terres, des terres aussi dans les zones du Sine Saloum. Bon, nous vous remercions vraiment vivement pour ces moments d'échange, mais aussi ces moments d'apprentissage. On espère vraiment vous retrouver très prochainement. Nous remercions également ce public, la presse, merci. Et on vous donne rendez-vous la prochaine, Inch'Allah.